Bonjour maître, permettez-moi de Bonjour. vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2023. J'espère qu'elle sera pleine de succès pour vous et puis pour tout, surtout pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont encore apparemment assez nombreux. Eh ben, bonjour Monsieur Buffet. À mon tour, je vous souhaite tout le meilleur pour l'année qui vient, et de même à nos auditeurs amis et nos auditeurs ennemis également. Alors, vous me disiez que vous aviez été retardé, vous étiez un peu en retard, vous étiez retardé. J'avais 5 Et, à 10 minutes de retard, j'étais en et, voiture. et j'étais en train de vous dire, et c'est là que je vous ai demandé de lancer l'enregistrement, parce que ça va peut-être pouvoir commencer comme ça. J'étais en train de vous dire que vous étiez pardonné. Voilà. Merci. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ah, je sais pas, enfin on va voir un peu. Alors, nous sommes le 12, n'est-ce Il y a des pas? demandes de pardon partout. Voilà, c'est ça. Nous sommes le 13. J'en ai vu une, bon, qui m'a parlé, mais enfin bon, Alors laquelle? bah, c'est celle de Dieudonné, donc. Voilà, bon, écoutez, je pense que nous ne prenons pas un grand risque en abordant ce sujet. Parce que ça a des chances d'assez bien vieillir comme thème. Parce que c'est un petit peu comme ça que je vais prendre les choses, c'est-à-dire que les années et même les décennies passent, et vous avez vu que Dieudonné fait référence effectivement aux décennies passées, et ça devient quasiment un travail d'historien que de retracer tous les épisodes de cette vie et de cette époque en fait. Hein. Peut-être, c'est ce que certains amis m'ont dit, peut-être cette lettre de Dieudonné est-elle le signe qu'une page se tourne. Vous voyez, ça correspond à toute une série d'événements, y compris les événements internationaux. Beaucoup de choses qui étaient annoncées, expliquées, prédites, se produisent. Alors peut-être est-ce cela. Pour d'autres, il s'agit jamais que d'une énième œuvre artistique de la part de Dieudonné. Bon, et effectivement, régulièrement, il a demandé pardon, présenté ses excuses, c'est arrivé souvent. Mais cette fois, quand même, il y a quelque chose de massif qui est lié au relais qu'il a trouvé dans un journal israélien. Et puis surtout dans cette émission de Hanouna, hein, cette émission de télé, où sa lettre a été lue. Alors, c'est pas pour faire preuve de haine ou quoi que ce soit, mais j'ai trouvé qu'elle avait été pas si bien lue que ça, quoi. Voilà. Non, et ça manquait de ton. Enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais pensé justement revenir au texte parce que on a trop tendance à très vite s'éloigner du texte et du fait et broder, et très vite l'imagination prend son envol et vient former comme un barrage entre les faits réels et notre interprétation. Hein. Bon, c'est un peu être fidèle aux scrupules du docteur Forisson, du professeur Forisson, que de sans cesse revenir au ras des événements. Hein. Alors, je vais d'abord lire cette lettre, hein, et puis au fil de ma lecture, nous pourrons faire des commentaires, hein, c'est pas interdit. Bon. Alors, cela fait plusieurs décennies que je ne m'étais exprimé dans un média officiel, et je ne pensais plus le refaire un jour. Voilà déjà une première phrase intéressante. Hein. Bon, donc c'était fini, quoi. C'était terminé. Mais il y a un mais. Mais c'est ainsi, le temps passe et il n'épargne aucune de mes certitudes. Alors, là, il y aurait une exégèse à faire à la fois du terme de certitude, parce que, voilà, finalement, enfin, moi je me reconnais pas dans ceux qui auraient des certitudes. Hein.
En général, nous avons plutôt ce qu'on appelle des questions, des doutes, un questionnement. Quelle certitude avons-nous finalement? Voilà, on pourrait déjà commencer à se poser la question, vous voyez. Et aucune, c'est-à-dire parmi les certitudes, alors évidemment, c'est pas être mauvais esprit que de penser à ce dont on le soupçonne depuis des années, c'est-à-dire d'être antisémite. Bon. Alors, nourrissait-il une certitude sur le sujet de l'antisémitisme? Ça reste, là on est dans l'interprétation, hein. Mais quand il dit aucune de ces certitudes n'est épargnée, alors là, peut-être est-ce effectivement quelque chose de profond par rapport à une vision, je ne sais pas, de la religion, de l'histoire, du temps présent, peut-être du droit des Palestiniens, par exemple, sur la Palestine, des torts respectifs de l'Israélien et du Palestinien, ma foi. Ça a été quand même le sujet phare de sa carrière, hein, depuis le départ. Hein. Bon. Cela fait 35 ans que j'exerce la profession d'humoriste. Bien plus qu'un métier, cette fonction fut pour moi une véritable passion, un sacerdoce pour lequel j'ai consacré l'essentiel de mon existence et de mon énergie. Ça, jusque-là, c'est beau. Enfin, ça peut être jugé très négatif, on va voir pourquoi juste après, mais en soi, c'est plutôt enviable comme destin. Enfin, je sais pas, ça dépend des critères qu'on a pour juger des choses, mais quelqu'un qui a dans sa vie une passion, dont il fait une sorte un sacerdoce, effectivement, c'est plutôt une vie, moi ce que j'appellerais une vie heureuse. Bon, après on peut penser les choses autrement, hein. On peut estimer qu'au contraire, la vie heureuse consiste dans un détachement absolu et dans une concentration maximale. Alors sur quoi? Alors ça peut être sur la famille, hein. C'est aussi une œuvre, hein. La famille, en général, qui dit famille dit voiture, maison, crédit, travail et retraite. Ça va un peu ensemble. Enfin, sauf s'il y a un patrimoine familial, bon, qui permet à ce moment-là, enfin bon, bref. De s'évader de tous ces problèmes. Oui, encore que je sais même pas si c'est jamais possible de s'en évader, hein. Bon, ça fait partie du destin de l'Occident, cette tristesse, la propriété privée, etc. Bref, en tout cas, dans notre triste monde, quelqu'un qui a la chance, parce que je pense que c'est une chance d'avoir une passion, c'est quelque chose de louable. Voilà. Alors, c'est là qu'arrive l'aspect négatif, au détriment souvent de mon entourage le plus proche, et notamment de mes 7 enfants, que je n'ai quasiment pas vu grandir. Bon. Ceci étant, peu de gens aujourd'hui peuvent dire qu'ils ont 7 enfants, hein. C'est une belle famille, hein, c'est une famille nombreuse. Donc ça, c'est une réussite. Bon. Je saisis l'occasion qui m'est donnée ici, donc on lui donne une occasion, donc pour leur demander pardon et de leur redire, c'est je saisis l'occasion de leur redire à quel point je les aime. Bon. Je tiens également, alors là est-ce que c'est aussi pour saisir l'occasion? Moi, si j'avais eu à relire, j'aurais signalé qu'il y avait quelque chose peut-être qui était dérangeant. Je tiens également à demander pardon à toutes celles et ceux que j'ai pu heurter, choquer, blesser, au travers de certaines de mes gesticulations artistiques. Alors, ai-je été heurté, choqué, blessé? Personnellement. Moi, j'ai plutôt été de loin en loin. Je fais partie des gens qui ont été, si j'osais dire, je dirais éclairés. Moi, j'ai toujours trouvé que Dieudonné avait du génie et quelque chose de mystérieux. Et je pense du génie à la fois dans la compréhension de l'époque, mais aussi du génie dans l'action qu'il pouvait exercer sur cette époque. C'est-à-dire qu'il a provoqué
des changements d'attitude. Dans le fond, je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai souvent pensé, c'est que il y a un fil rouge qui a quand même été l'antiracisme, hein, chez Dieudonné. Oui, oui, oui. Ben, Hein, et ça, c'est depuis le tout début, on peut dire jusqu'à aujourd'hui, ça ne l'a jamais lâché. Hein. Et je ne sais pas s'il est en train d'enterrer cette certitude-là. L'avenir le dira. Après tout, hein, cette émission va peut-être aussi vieillir vite à cause de l'actualité, hein, parce que ça bouge d'heure en heure en ce moment. Hein. Mais le fait est que dans sa lutte contre le Front National, il y a une constance. Sauf qu'au départ, il a lutté contre le Front National et contre les partisans, disons, de ce courant de pensée de manière frontale, en se présentant contre Marie-France Tirbois. Là, nous étions avant 2000, hein, c'était en 97, hein, je crois. Voilà, c'est ça. C'est là qu'il faut commencer à faire de l'histoire. En 1997, hein, Dieudonné est né en 1966. Donc il a 57 ans, quoi. Hein, bon. D'abord frontalement, et ensuite de manière beaucoup plus subtile et efficace, on peut dire en rejoignant le Front National. Puisque c'est ce fameux événement qui se place, je crois, en 2006. J'ai noté la date. Je vais pas tricher, c'est pas ma mémoire. J'ai fait une petite recherche. 11 novembre 2006. Dieudonné rejoint la fête des Bleus, Blancs, Rouges. Hein, c'est ça, BBR, c'est les Bleus, Blancs, Rouges. Hein. C'est le festival, le congrès. C'était le congrès. C'était la fête de l'humanité du Front National. Du Front National, voilà. Disons la fête de la nationalité, pour s'opposer à la fête de l'humanité. Bon. Et il rejoint il rejoint Jean-Marie Le Pen, et puis ensuite, il y a tout un long compagnonnage. Jean-Marie Le Pen parraine sa fille, etc. Bon, alors là, à ce moment-là, Dieudonné a complètement désarçonné tout son entourage proche, qui était plutôt antiraciste, gauchiste, antifa, disons. Hein, voilà, c'était l'ambiance antifa. Bon. Un entourage qui ne l'a jamais complètement lâché, qui a pu le suivre dans cette démarche. Mais, vous voyez, ça fait penser par contraste avec ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est comme si... Parce que certains qui le suivaient jusque-là, aujourd'hui, peuvent être peut-être aussi désarçonnés que ceux qui, à l'époque, ont été un peu perdus. Bien. Et puis aussi avec des liens avec l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, etc. Bref, je reprends le fil de ma lecture et au fur et à mesure, vous voyez, je brode, hein, selon ce que ça m'évoque. Bien. Donc voilà, heurté, choqué, blessé au travers de certaines de mes gesticulations artistiques. Je pense notamment à mes compatriotes de la communauté juive, avec lesquels je reconnais humblement m'être laissé aller au jeu de la surenchère. Alors, là, c'est assez vague, hein. Mes compatriotes de la communauté juive, c'est très général. Hein. Alors peut-être c'est voulu, mais par exemple Bernard-Henri Lévy, Patrick Cohen, Jacques Attali, je sais pas, il faudrait peut-être incarner un peu plus, parce que c'est varié. Parce que mes compatriotes de la communauté juive, c'est une formule, d'ailleurs à retenir, hein, mais c'est un peu vague. Bon, c'est vrai, j'ai parfois été trop loin et fait preuve d'outrance, de provocation déplacée. Pour toutes ces fautes et excès, je demande pardon. Voilà. Mon ambition était de faire rire tout le monde, et la communauté juive fait partie de mon monde. Je n'ai pas réussi à la faire rire, et je le regrette. Bon, je ne sais pas si on peut généraliser, hein. Ça, c'est un défaut toujours, hein, de généraliser sur la communauté juive. Nous avons tous, alors il paraît que c'est le propre d'un antisémite, mais nous avons tous des amis juifs. Bon,
qui nous encourage à persévérer dans notre entreprise. Alors après, on peut rentrer dans une paranoïa, une méta-paranoïa, en imaginant que, etc. Mais c'est toujours un peu gênant, effectivement, de dire, enfin moi je connais beaucoup de personnes qui s'estiment le droit de se rattacher à la communauté juive et que Dieudonné a fait rire. Bon, alors c'est vrai que il y a également beaucoup de gens qui se rattachent à la communauté juive tout seuls et qui faisaient et font encore peut-être, je dirais, un blocage que moi j'ai toujours trouvé un peu difficile à comprendre. Quand ça m'est arrivé d'avoir des gens de ma connaissance, soit des amis, soit des collègues dans la profession, etc., qui ne pouvaient pas supporter le seul fait que l'on ne témoigne pas d'hostilité vis-à-vis de Dieudonné. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Il y avait quelque chose d'insupportable pour eux. Bon, ça c'est vrai que c'est un comportement qui peut s'analyser parce qu'il est assez particulier, vous voyez. Mais ça je l'ai vécu, ça j'ai vu des gens me dire clairement qu'ils me tournaient le dos si je continuais de défendre ou de voilà. Alors je précise d'ailleurs au passage que je n'ai jamais été, ou alors très directement ou de manière très brève, je n'ai jamais vraiment été avocat de Dieudonné. Bon, vous savez que Dieudonné a eu beaucoup d'avocats. C'est une galerie de portraits d'ailleurs qui mériterait également d'être faite. Vous le fassiez un jour. Non, mais a priori, sans trop les connaître ni les uns ni les autres de très près, celui qui m'a le plus marqué, c'est Verdier. Oui. Verdier, qui sans doute exerce toujours, qui était publiciste, et c'est lui qui obtenait l'annulation devant les tribunaux administratifs des arrêtés municipaux qui interdisaient les spectacles de Dieudonné. Voilà, bon. Ça, c'est aussi une façon de faire l'historique. C'est que pendant 10-15 ans, Dieudonné, avec ses avocats, se sont battus contre les municipalités pour avoir le droit de faire des spectacles. Et ça, c'est une histoire qui continue toujours. Et d'ailleurs, la grande victoire de Verdier, et c'est là que moi j'avais écrit un article à l'époque d'ailleurs, parce que c'était vraiment un moment très fort dans l'histoire de Dieudonné, c'est le 9 janvier 2014, le tribunal administratif de Nantes qui annule l'arrêté préfectoral. Le préfet avait pris un arrêté interdisant le spectacle, un grand spectacle de Dieudonné à Nantes, et c'était une époque où Manuel Valls avait engagé une lutte politique ouverte. D'ailleurs, je pense que ça l'a détruit politiquement, Valls. Je pense que ça a été la fin. Bon. Et ça a été aussi... Il a mangé son chapeau et depuis... Je crois. Et ça a été... Il faut retenir cette date parce que ça a été l'un des points d'orgue de la carrière de Dieudonné. Il y avait eu une surenchère là entre Manuel Valls et lui. Dieudonné se moquait de lui quotidiennement. Valls était dans une véritable hystérie. Enfin, je veux dire, c'était l'époque. Dieudonné l'avait appelé Manu la tremblote parce qu'il avait des tremblements. Enfin, c'était épique comme combat. Et le préfet est aux ordres. Alors là, c'est sans conteste. Il est aux ordres du Premier ministre. Le préfet, c'est le représentant de l'État. Il n'y a pas les mêmes doutes que pour le procureur de la République, etc. Non, le préfet, c'est vraiment l'agent de l'État. Bon, et l'État, c'est le Premier ministre. Bon, le préfet avait reçu l'ordre d'interdire le spectacle. Vous savez qu'en France, alors je pourrais faire une émission entière pour expliquer l'ordonnance Dieudonné, mais il y a une tradition qu'on appelle l'État de droit qui veut que
ça peut paraître étrange, mais quand quelque chose est interdit, eh bien, si vous allez le commettre, eh ben, on vous laisse le commettre pour vous arrêter ensuite. Ça s'appelle la liberté. Voilà. Alors, on peut vous arrêter au stade de la tentative. Ça veut dire que vous avez commencé d'exécuter et visiblement, vous n'allez pas vous arrêter. Avant que ce soit parfaitement consommé, on peut vous arrêter. Mais on ne peut pas vous arrêter en prédisant que vous allez commettre une infraction. C'est la liberté. Et par ailleurs, de ce point de vue, l'expression artistique, politique, etc. est libre. Et les tribunaux administratifs ont toujours défendu la liberté d'expression. Jusqu'à ce phénomène. Alors, le tribunal administratif annule l'arrêté préfectoral, et c'est là l'événement. Nous sommes le 9 janvier 2014, Dieudonné doit se produire, je crois, quelque chose comme à 18h. Le dossier est transmis donc par avec la rapidité d'Internet, il est transmis au Conseil d'État. Voilà, où là, il y a un magistrat de garde, comme dans les hôpitaux, qui, en quelques heures, alors que l'avocat de Dieudonné était évidemment toujours à Nantes, on ne laisse pas à l'avocat le temps de revenir, c'est un ordre sans doute de valse, et là par contre c'est grave, parce que entre le Conseil d'État et le Premier ministre, bon, après on peut discuter, théoriquement, le Premier ministre et le président, historiquement, du Conseil d'État. Bon, mais bref, le magistrat est quand même là pour contrôler la rigueur juridique d'une décision du tribunal administratif. Bon, on pourrait discuter. On a vu passer Manuel Valls au Conseil d'État. Bon, et le conseiller d'État infirme la décision du tribunal administratif, et donc il interdit le spectacle qui devait avoir lieu le soir même. Voilà. Alors ça, c'est un événement dans l'histoire du droit administratif français. Hein. Ah, bon, oui, on avait. Ah oui. Oui. Non, mais je pense que c'est étudié dans les facultés, parce que on est dans une. C'est la fin de l'état de droit en réalité. Voilà. C'est un événement en cela important. Alors soit on le prend comme un acte de purement politique, mais c'est difficile puisque c'est une décision du Conseil d'État. Soit le Conseil d'État est sorti des clous. Voilà. Alors sur le fondement alors bon je vais m'arrêter là dans le commentaire, hein, mais il y avait plusieurs fondements possibles, notamment la fameuse atteinte à l'ordre public moral. Voilà. Mais quand on commence à ouvrir une pareille boîte de Pandore, là c'est terminé, hein. L'ordre public moral. Bien. 9 janvier 2014. Voilà. Je n'ai pas réussi à la faire rire et je le regrette. Voilà. Alors ensuite, il y a une césure, je trouve. Bref. Alors, ça c'est le résumé. Bref. Mon âge, ma santé, ça c'est plus inquiétant, m'invite aujourd'hui à préparer ma retraite au Cameroun. Il la prépare longuement, hein, parce que, ceci étant, il a... Le temps qu'il... Oui, ça fait une dizaine d'années. Ceci étant, il n'a pas non plus l'âge vraiment de prendre sa retraite, enfin, à moins que... ça dépend, si on compare aux footballeurs, oui, c'est vrai qu'il est déjà à un âge avancé, mais après, si on compare avec le professeur Forisson, c'est encore un jeune homme. Hein, un peu de temps, oui. Oui. Alors, je parle pour la seconde fois du professeur Forisson et j'en parlerai une troisième fois tout à l'heure, hein, évidemment. Hein. Sur la terre de mes ancêtres. Aussi, j'aspire à quitter la scène en paix avec moi-même. Bon, donc ça veut dire que c'est difficile de trouver la paix avec soi-même. Hein. C'est l'œuvre de toute une vie d'ascèse et de prière. C'est pas évident, hein. Moi, je pense que c'est un peu naïf de croire qu'il suffit de demander pardon comme ça pour trouver la paix avec soi-même. Hein. Oui.
c'est un peu ambitieux, parce que normalement, si vous voulez vraiment trouver la paix avec vous-même, dans la tradition en tout cas catholique, hein, vous avez deux voies. Vous avez le martyr, donc, et vous avez le monastère, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, la vie religieuse. Voilà, ce qu'on appelle proprement, au sens propre, la vie religieuse. Et il n'est pas dit même qu'on la trouve, hein, la paix, mais on la cherche. Et on se donne, comment ? L'érémitisme. Voilà, et on se donne tous les moyens de la trouver. En paix avec les autres, ça va ensemble, dans un respect réciproque et sincère. Bon. Je veux apporter ma pierre à l'édifice. Alors ça, c'est une nouvelle césure, hein, autre chose arrive. Je veux apporter ma pierre à l'édifice de la réconciliation dans un contexte de tensions générales exacerbées. Ça, c'est un leitmotiv, hein. On avait même eu le parti Réconciliation Nationale. Oui, ça me rappelle quelque chose. Oui, alors voilà, ça me permet d'évoquer tout le passé. Le parti Réconciliation Nationale qui avait été fondé avec Alain Soral. Voilà, c'est ça, je me souviens. Bon, parce qu'il y a quand même aussi un compagnonnage, un long compagnonnage. Alors, est-ce que c'est le terme de ce compagnonnage? Ça, les heures et les jours et les semaines peut-être ou les mois qui viennent nous le diront. Mais il y a un compagnonnage avec Alain Soral. Il y a quand même un mano à mano entre Alain Soral et Dieudonné. Hein. Bon, alors... Lequel est le pire? Alors, ça c'était savoir, vous savez, dans le cyclisme, comment appelle-t-on celui qui est devant quand ils sont deux dans une côte? Ah, oui, oui, j'ai pas... Ouais, lequel est dans la roue de l'autre, hein. Mais je pense que il y a une alternance, hein. C'est pas toujours le même qui fait l'effort dans la montée. Voilà. Donc c'était un peu ça. Mais alors, ce compagnonnage, il a également une histoire. Il a une histoire qui commence avec un texte d'Alain Soral, dont la date doit tourner autour de 2002-2003, où Alain Soral, on le retrouve dans Abécédaire de la bêtise ambiante, hein, d'Alain Soral, page 95 en l'occurrence, ou bien dans un autre ouvrage à part, parce que Abécédaire de la bêtise ambiante recueille 2 abécédaires. Et donc, c'est dans Jusqu'où va-t-on descendre? Un livre paru en 2002. Voilà, donc oui, on doit être vers 2002. Bon. Et là, on a un article d'Alain Soral contre Dieudonné. Ah bon? Oui, parce que Dieudonné était à ce moment-là entré, ça fait partie de son parcours, hein. Il était donc dans l'antiracisme, et à un moment, il a embrassé de manière plus proche, disons, on peut dire la cause noire. Je pense que ça se dit. C'est-à-dire la dénonciation de l'esclavage, du traitement fait comme on dit maintenant, aux racisés. On le disait pas à l'époque, hein. Les racisés. Et donc, il y avait une dénonciation, disons, des Blancs. Les Blancs esclavagistes, etc. Bon, donc Alain Soral avait écrit un article à ce sujet, en disant qu'il en avait assez d'entendre ça sur l'esclavagisme. Il parlait même de l'esclavagisme de certains Africains, etc. Et il terminait son texte par une véritable flèche de part, en disant que c'était curieux que Dieudonné s'attaque comme ça aux Français de souche, hein, aux populos, hein. Me permettrais-je de supposer, en guise de chute, que si Dieudonné s'énerve sur le populo français, celui-là même qui en a fait une vedette de notre beau pays, si peu raciste, en payant pour voir ses spectacles, c'est peut-être parce qu'il lui démange de montrer du doigt la communauté logiquement désignée par sa revendication d'une plus juste représentation des communautés visibles, entre guillemets. Voilà. Bon, ça c'était une question. Et puis il y avait une surchute que je laisse
que je ne déflore pas pour en laisser la... Enfin, comme on dit maintenant, je ne vais pas spammer le texte, hein, mais je ne déflore pas la fin. Bon, bref. Et d'ailleurs, ce compagnonnage a été marqué par des procès et par des poursuites, et la première condamnation subie par Alain Soral était liée à cette question des rapports des médias avec les gens donc médiatisés, etc. Et je rappelle qu'à l'époque, alors nous étions en 2008 devant la Cour d'appel de Paris pour des propos tenus en 2004 dans l'émission Complément d'enquête sur France 2 en 2004. Alors il y avait deux séries de propos, il y avait une partie condamnée et une partie qui n'avait pas été condamnée. C'est-à-dire que les juges avaient examiné. Alors je vais vous lire la partie non condamnée, et là, pareil, je laisse le plaisir de la découverte pour la partie condamnée. Alors voilà, ça, je lis le texte des magistrats, hein, les magistrats de la Cour d'appel de Paris. 11 juin 2008. Bien. Considérant que les propos sont les suivants, deux points, ouvrez les guillemets. Je veux dire, là c'est Alain Soral qui parle, je veux dire que la formation qualifiante pour exister dans les médias aujourd'hui, c'est être sioniste. Si t'es antisioniste, si t'es judéo-critique ou quoi que ce soit, je crois que le quoi que ce soit est important, tu dégages. C'est clair, le ménage est fait, c'est clair. Je veux dire, les mecs, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne bougent pas sur le sujet, ils se disent comment je vais manger demain. Tu vois, c'est comme ça qu'ils distribuent le boulot. Voilà. Fermez les guillemets. Voilà. Considérant que la partie civile prétend que dans ce passage, Alain Bonnet entretient l'idée selon laquelle les Juifs ont l'influence nécessaire pour contrôler tous les médias et censurer les propos qui les gênent, et lance explicitement au téléspectateur un appel à la réaction, suscitant chez celui-ci un sentiment de haine à l'égard des membres de la communauté juive, point virgule, mais considérant, comme le tribunal l'a retenu, que dans ce passage, Alain Bonnet stigmatise les sionistes, qui ne sauraient être assimilés à des fidèles d'une religion et ne met pas en cause la religion juive ou des membres de celle-ci. Que les premiers juges ont ainsi, à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, renvoyé Alain Bonnet des fins de la poursuite. Point virgule. Voilà. Bon, donc sur ce plan, sur ce propos-là, il était par ces juges-là et à l'époque. Oui, à l'époque. Relaxé. Oui, vous êtes d'accord avec moi que ce serait peut-être plus difficile à défendre. Encore que nous avions fait le compte fin décembre, là, le dernier trimestre 2022 a été plutôt bon, hein. Enfin bon, comme le disent les avocats, vous savez, une bonne décision. C'est-à-dire, on a eu quand même 2 relax, hein. Bon, et arraché de haute main, hein, c'était pas évident, hein, de haute lutte. Bon. Donc voilà un point important, parce que évidemment que c'est le sujet aussi, hein. La démarche de Dieudonné, on sent que... Bah d'ailleurs, Dieudonné hier a fait une vidéo, et il parle, au milieu de la vidéo, il parle de Soral et de la réaction d'Alain Soral à sa demande de pardon. Voilà. Plus que jamais, je suis persuadé que le rire et la dérision auront un rôle à jouer dans la restauration du lien de la fraternité qui s'est rompu. Ça, encore une fois, c'est un classique. C'est vraiment le fil rouge. Sa vie n'est pas terminée, hein, à Dieudonné. Mais quand on fera l'histoire de cet article, hein, dans les lagards des Michards du 22e siècle, vous savez, on aura 20e siècle, il y aura certainement Dieudonné. Oui, au moins. Je pense. Comment? Un bel article, quelques pages sur Dieudonné, oui. Oui. Donc la nouvelle rupture, ça reprend. Je suis un être imparfait mais sincère. Ça, c'est, je laisse ça aux rhéteurs et aux philosophes logiciens. Quelqu'un qui dit « je suis sincère ». C'est compliqué, ça, à analyser aussi, hein.
Moi, je me méfie toujours de celui qui vient vers moi en me disant « je ne suis pas un escroc ». Alors, je suis un être imparfait mais sincère qui cherche à réparer ses erreurs et ses fautes. Alors voilà les mots qu'il faut souligner, dirais-je. Les erreurs, les fautes, de même que tout à l'heure nous avions eu ce qui pouvait heurter, choquer, blesser, les gesticulations artistiques, la surenchère, bien. Je vais le dire tout à l'heure. Une autre pensée, une autre chose qui me vient au sujet de Dieudonné, c'est qu'il a toujours, dans sa façon de faire du spectacle, il a toujours joué avec la limite de la représentation. C'est-à-dire, si vous voulez, vous avez, vous voyez là, je vous parle, je ne joue pas. Hein, je ne joue pas. Bon, je suis dans un registre. Je suis dans le registre de la conversation et en plus, je suis dans le registre de l'émission de radio. Bien. Si je me retrouve sur scène à jouer un personnage de Molière, par exemple, je sais pas, le malade imaginaire, je suis dans la représentation. Ce que je vais dire le texte de Molière. Bon. Donc, il y a deux terrains, vous voyez, ça rejoint un petit peu le fil de nos émissions là sur la limite. Eh bien, moi j'ai toujours trouvé que justement Dieudonné jouait avec cette frontière, vous voyez, entre Dieudonné lui-même parlant et un personnage joué par Dieudonné. Alors justement, c'est toujours un personnage joué par Dieudonné. Donc déjà, il se situe sur la limite. Et dans ces fameuses gesticulations artistiques, il y a toujours cette question de savoir si est-ce que c'est Dieudonné qui joue, qui ne joue pas. Et d'ailleurs, avec cette lettre d'excuse, c'est un petit peu la question qu'on a. Oui, oui. C'est toujours la question qu'on a à se poser. Donc ça, c'est sa marque de fabrique, si vous voulez. Hein, et ça va avec l'idée d'ailleurs du sacerdoce et de la, comment disait-il, du fait de consacrer son existence et son énergie. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui, a priori, n'a pas de vie privée. Il n'a pas non plus de vie publique. Justement, il joue sur la limite, hein, entre les deux. Bien. Alors, dernier paragraphe. Merci du fond du cœur d'avoir bien voulu me lire et d'avoir accepté de me publier. Donc, je vous en prie, c'est gratuit. Entendons-nous bien. Ah. Je ne cherche aucune excuse, aucune circonstance atténuante, car nul n'en a lorsqu'il peut constater qu'il a nui à son prochain. Je demande tout simplement pardon pour le mal que j'ai pu faire, même sans le vouloir. Voilà, bon. Alors, voilà, j'ai terminé la lecture qui était quand même entrecoupée de longs excursus. Hein, c'est pas une lecture complètement linéaire. Alors, je ne sais pas si vous avez des observations déjà. Non, parce que je voudrais revenir sur un basculement qui est connu, enfin, on en parle souvent, mais qui remonte à déjà une vingtaine d'années, enfin bientôt 20 ans, c'est le fameux sketch chez Fogiel. Bon, c'était le 1er décembre 2003. Vous voyez ? Et là, on dit souvent que Dieudonné jouait un terroriste, jouait le rôle donc, hein, il jouait un terroriste palestinien. Non, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Il jouait un terroriste israélien. En fait, il jouait un colon ultra-sioniste, armé, en treillis,
avec les papillotes, hein, c'était clairement un juif orthodoxe, hein, c'était un ultra-orthodoxe, tendance sioniste, dure, colonialiste. Bon, et il jouait ce rôle. Bon, et on dit souvent cela, on dit Dieudonné jouait ce rôle. Bon, mais moi j'invite les gens à revoir cette émission chez Fogiel, où il s'adressait à Fogiel et à Jamel Debbouze, mais il ne jouait pas, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il ne jouait pas le colon israélien. Il jouait à Dieudonné lui-même, rejoignant les rangs des colons israéliens. Et ça, c'est une nuance importante. Parce que, quelque part, il jouait de manière tragicomique ce qu'il est en train, aux yeux de beaucoup, de jouer aujourd'hui. Il était en train d'expliquer à Jamel Debbouze qu'il n'y avait aucun avenir à soutenir la cause palestinienne, qu'il ne fallait pas se présenter en tant que comique musulman, et que pour réussir professionnellement, disait-il, hein, il fallait le rejoindre lui, qui venait de rejoindre l'axe américano-sioniste. Ce sont les mots de ce sketch. Voilà. C'était il y a 20 ans. Et c'est ce sketch qui a, parmi toutes les provocations, disons, qu'il a commises, toutes ces élucubrations artistiques, c'est ce sketch qui a, disons, choqué. Alors d'ailleurs, ça n'a pas choqué immédiatement, hein, parce que sur le plateau, personne n'a été particulièrement stupéfait, mais c'est ensuite, disons, les critiques qui ont été faites sur ce sketch, etc. Bref, bon. Et puis en plus, le sketch était agrémenté d'une chute qui n'était pas vraiment nécessaire, avec quelque chose qui pouvait être compris comme un bras tendu, comme un salut fasciste. Un salut romain, pardon. Voilà, bon. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui va le poursuivre, hein, cette question du salut romain, puisqu'on va avoir la fameuse quenelle. On est obligé d'évoquer la quenelle. La quenelle, comment ? Oui, non, c'est le geste marquant du personnage. Oui, et d'ailleurs, pour reparler de l'un de mes clients, Alain Soral a été condamné plusieurs fois pour avoir été pris en photo faisant la quenelle. Oui. Voilà. Parce que mon confrère Jakubowicz a décrété, là on peut parler de décret hein, au sens large, enfin au sens vulgaire du terme, qu'a décrété que la quenelle était un salut nazi inversé pour sodomiser les victimes de la Shoah. Oui, ça c'est toujours sodomisé, oui, c'était comme au cimetière juif de Carpentras. C'est vrai, il y a comme un leitmotiv. Bref, donc la quenelle, ça c'est quelque chose d'important. Donc voilà, j'insistais sur Fogiel parce que je trouve que ça mérite quand même d'être médité, hein, ce sketch qui joue, où Dieudonné joue, se joue en train de rejoindre l'axe américano-sioniste. D'accord. Voilà. Alors, on y pensera si jamais il est effectivement invité sur le plateau d'Hanouna ou si il devient comment appelle-t-on ça, un régulier quoi du plateau d'Hanouna. Bon, un animateur. Et puis évidemment, il faut évoquer aussi ce qui a été l'une des nombreuses élucubrations artistiques qui a été la remise à Robert Faurisson du prix de l'infréquentabilité. Là, c'est pareil, vous voyez, il faut toujours bien revenir au ras du texte. Il l'a promu en tant qu'infréquentable. Bon, ceci étant, en 2008, Faurisson fait sortir Faurisson du placard. On pouvait même imaginer que Faurisson était mort. Oui, personne ne le suivait à l'époque. Personne ne le suivait, enfin, on pouvait le connaître vaguement. Moi, j'avais entendu parler de Faurisson lorsque j'étais au collège. On était dans les années 80. Voilà, c'est ça. Vous voyez,
le premier grand scandale Faurisson, c'est 78, étant donné qu'avant il était connu comme auteur d'avant-garde sur la théorie littéraire. Et en 78-79, c'est le scandale avec la question des chambres à gaz. Bon. Mais ensuite, moi j'ai vaguement entendu parler du fait qu'il avait été exclu de l'enseignement public, qu'il faisait de l'enseignement à distance, et puis c'est tout, on n'en entendait pas parler. Enfin, à moins d'être dans des groupuscules et des niches intellectuelles très réduites. Bon. Et là, d'un seul coup, il sort de l'ombre. Il avait fait aussi ça, il avait beaucoup fait sortir aussi de l'ombre Carlos Illich Ramirez Sanchez. Voilà. Non, tout ça c'est pour dire que Dieudonné, depuis 20 ans, était au centre d'une galaxie. Il a été au cœur d'une galaxie, quoi. Et quelque chose qui, dans l'espace artistique, politique, culturel français, a eu de l'importance. Si tant est que la France a encore une quelconque importance. Évidemment. Bon, tout ça, c'est relatif. Mais bon, c'est pas impossible, ma foi. C'est pas impossible hein, que la France ait encore quelque chose d'intéressant à dire et à faire. Bon. Et alors, Faurisson, alors, je peux peut-être rester un peu sur la montée de Faurisson au Zénith. Alors, il se trouve que j'y étais. Voilà, j'étais là, dans le public avec un camarade. Alors voilà, on était encore, vous voyez, je vous parlais toujours de la limite. C'est-à-dire, le spectacle était terminé. Il avait terminé son show. Bon, les gens se levaient, commençaient à partir, hein, certains étaient déjà partis. Et là, vous pourrez regarder la vidéo. Hein. Et là, attendez, il les appelle. Attendez, c'est pas fini. Ouais, mais il y en a qui étaient déjà partis. Hein. Bon. Donc, voyez comme quoi, on est dans Dieudonné, mais toujours, est-ce que c'est le vrai Dieudonné ou est-ce que c'est Dieudonné jouant son spectacle? En tout cas, c'est plus dans le scénario. Et là, il fait monter, effectivement, quelqu'un sur scène, donc il annonce, il prépare et tout. Alors on savait pas trop qui ça pouvait être. On entendait dans la salle des gens crier Soral, Le Pen, qui ça pouvait être. Et j'avoue, humblement, avoir été choqué. Parce que moi je n'avais jamais vu en vrai Robert Faurisson, mais ce nom véhiculé encore, en tout cas chez moi, qui est peut-être pas pour les jeunes, hein, les plus jeunes, hein, les gens qui avaient à l'époque 20 ans ou 30 ans, bon, mais véhiculé quand même toute une atmosphère extrêmement lourde, vous voyez. Et là, ça a été un choc. Et j'ai regardé mon camarade, je me souviens, je lui ai dit « Ah non, c'est pas possible. Là, il va trop loin. » Là, il va trop loin. Alors, la suite de l'histoire, c'est que, ensuite de cette prestation, moi, j'étais invité à dîner à la Main d'Or. Donc, il y avait Dieudonné, il y avait Faurisson, je crois pas qu'il y ait eu Alain Soral qui était là, mais il y avait des gens d'égalité et réconciliation. Et puis, sur le coup de 11h du soir, quelque chose comme ça, ou minuit peut-être, Dieudonné et son équipe se lèvent et partent. Et vous connaissiez peut-être le professeur Faurisson, qui était d'une énergie incroyable. Faurisson reste, donc à la fin de la soirée, nous étions restés une dizaine, il devait être 3-4 heures du matin autour de la table, et Faurisson nous récitait des poèmes de Rimbaud, il nous parlait de Baudelaire, de Céline, etc. Voilà. Et finalement, nous sommes retrouvés 3, c'est-à-dire moi et 2 camarades, à raccompagner Robert Faurisson à son hôtel. Voilà l'histoire. Voilà comme quoi aussi
je vous dis, il y a quelque chose d'historique dans toutes les élucubrations artistiques de Dieudonné, hein, qui ont bouleversé des destins. Parce que pendant le cours du repas avec Faurisson, Dieudonné était parti. Faurisson se plaignait de ce que il ne trouvait plus d'avocat. Parce que Delcroix était parti à la retraite. Éric Delcroix, qui est l'avocat historique de Faurisson, et Faurisson disait « Je ne trouve pas d'avocat. Les avocats ne veulent pas me défendre. » Bon. Moi, j'étais à l'époque élève avocat à Paris, et peut-être ai-je parlé un peu... Non, je crois pas que c'était une parole légère. Je lui ai dit « Ben moi, lorsque je serai avocat, je vous défendrai. » Vous voyez, c'est arrivé comme ça. Parce que moi, j'apprenais à l'école que toute cause, je ne dirais pas mérite, exige un défenseur. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que sans avocat, vous n'avez pas de cause. Vous n'avez pas de cause, vous n'avez pas de procès, vous n'avez pas de droit, vous n'avez pas de procédure. Et ce que vous avez, c'est un lynchage. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est mon côté... on dira, c'est même mon côté peut-être antifa. Je n'aime pas les lynchages. Oui. Voilà. Je n'aime pas le lynchage. Je n'aime pas le lynchage médiatique. Oui. Je trouve ça ignoble. Je n'aime pas les bruits de couloir. Je n'aime pas le lynchage. Je n'aime pas les médisances. Enfin bon, je pense que ça, c'est quand même assez partagé hein, Oui. dans l'humanité. Personne n'aime ça. Oui. Malheureusement, ça se pratique beaucoup et on est tous. Hein, je dirais, c'est un peu le péché Oui. pour lequel nous devons demander pardon. Voilà. De plus en plus, oui. Voilà ce à quoi je voulais arriver. Il y a donc dans le procès quelque chose de spectaculaire, précisément, hein, de spectaculaire. Et là, on est dans un spectacle sérieux en plus. Oui. C'est pas le théâtre de Molière, c'est un théâtre. Les gens jouent un rôle. Et je pense d'ailleurs que Dieudonné a dû être très très intéressé par tous les procès auxquels il a pu participer et assister à son corps défendant, hein, et avec quand même un coût très élevé. Mais il n'est pas dit que d'ailleurs non, pour l'instant il a assez peu cultivé cette veine là. Oui, Il jouait parfois des avocats ou des juges, mais c'est pas le cœur de son plutôt des juges, oui, pas tellement d'avocats. Oui, ou des juges, mais c'est pas non plus le cœur de son terrain, quoi. Non. Voilà, donc j'ai évoqué les affaires que je voulais aborder. Fogiel en 2003, les BBR en 2006, le Zénith Faurisson il y a 15 ans en 2008, l'ordonnance Dieudonné en 2014, et puis tout récemment, donc le 10 janvier 2023, Israël Magazine, Oui. qui publie la lettre de Dieudonné Mbala Mbala. Oui. Donc. L'histoire continue. Oui. Il prendra jamais sa retraite, hein, en fait. Ça, j'en sais pas. Je sais pas. Après, il y a l'évocation des questions de santé. Bon, moi, je vous dis, je suis pas son avocat. Je parle en tant que spectateur, mais un spectateur assez proche quand même. Enfin, je veux dire, je peux considérer que moi, je dois beaucoup à la Main d'Or, au théâtre de la Main d'Or. Oui. C'est la vérité. Oui. On peut pas faire deux fois, on peut pas refaire sa vie. Hein. Le fait est là. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est le destin. C'est fait, c'est écrit et c'est dans le marbre. Hein. J'aurais jamais été l'avocat de Carlos, l'avocat de Faurisson et même l'avocat de Soral. Oui. Peut-être. Ça c'est plus discutable. Mais en tout cas, le fait est que Dieudonné a fait connaître Faurisson. Oui. Il a donné à Faurisson une deuxième carrière, quoi. Oui, c'est ça. Hein, oui. Faurisson a pu faire un dernier tour de piste comme oui. ça.
oui, oui. Voilà. Et- Mais à l'époque, bon, comme on entre un peu dans l'histoire, enfin, je pense que je trahis pas non plus la confidentialité, hein, mais Forisson sentait chez Dieudonné, juste après le spectacle, hein, juste après la montée sur le Zénith, une certaine hésitation. Enfin, je dirais pas un regret, mais il sentait quand même que ça lui échappait, Dieudonné. ah Voilà. bon? Oui, Oui, enfin, Forisson avait ressenti ça. oui, Ceci étant, je crois pas que Forisson ait jamais trouvé chez quelqu'un un engagement à la hauteur du combat. Hein. oui, oui, c'est ça. Il était très difficile. Hein. Oui, 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 très, très, très exigeant hein, avec lui-même, mais beaucoup, beaucoup avec les autres. Hein. Voilà. Mais je crois que ça devait être le lendemain. Bon, enfin, bon, je raconterai la suite peut-être un autre jour parce qu'il y a des anecdotes qui sont plus, euh, disons que qu'il est peut-être pas temps encore de dévoiler. Il faut en garder sous le coude. Ah bon? Ah bon? Oui, voilà. Très Alors bien. j'avais prévu de parler de terrorisme et tout ça, et puis il y a cet événement qui est arrivé, et donc le sujet du terrorisme, on peut le garder pour une autre émission, hein. Autrefois, oui, d'accord. Voilà. D'accord. Parfait. Merci Bon, beaucoup, maître. mais c'est moi, Monsieur Buffet. Donc à dans un mois. Oui, tout à fait d'accord. À bientôt. Merci, à bientôt.